Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission Star Party. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission, un peu tardivement certes, mais on compense avec plus de chroniqueurs que d'habitude, histoire d'aborder l'été avec une bonne dose d'astro et de bonne humeur si possible. Et puisqu'on est nombreux et qu'il faut que tout le monde ait le temps de parler, on va commencer direct afin que l'émission garde une durée raisonnable, histoire de ne pas rompre avec les bonnes habitudes. On va commencer tout de suite avec les présentations de nos chroniqueurs de choc que le monde entier nous envie, et j'exagère à peine. Le premier de nos chroniqueurs du jour est aussi passionné que modeste, aussi talentueux que discret et aussi actif dans le développement de l'astronomie dans son pays qu'une fourmi japonaise piquée aux amphétamines. D'ailleurs, il a tellement de projets que personnellement, je m'y perds un peu. Il est aussi gentil que son ciel est pur et transparent, à tel point qu'il pourrait réaliser en une seule nuit autant d'heures de pause que certains astronomes en Bretagne en une année entière. Certains se reconnaîtront, mais qu'ils soient sûrs que nous partageons collectivement leur désespoir. C'est notre règle de l'Atlas, Aziz Kewash. Merci Jean-Baptiste pour cette présentation. Bonjour tout le monde et heureux de faire partie et de passer du bon temps avec vous. Ouais, la forme des projets actuellement, parce que moi je ne suis plus tellement il y en a de ton côté, Aziz. Je suis un peu perdu, je t'avoue. Dès qu'on termine, on passe à l'autre. Bon, le dernier projet, c'est le Sky Atlas Dome. Ça sera un projet d'un télescope PlaneWave, monture PlaneWave et un PlaneWave CDK 500 mm. Ok. On passe à l'étape supérieure. On n'a pas les mêmes projets, effectivement. Allez, on enchaîne. La présence du chroniqueur suivant constitue pour moi une véritable réussite personnelle, tant il est difficile à booker, que sa participation a été incertaine jusqu'au dernier moment, puisqu'en bonne diva de l'astrophoto qu'il est, il aime se faire désirer. Certains racontent qu'il a fait le vœu de ne se raser de nouveau que lorsqu'il aura exploré l'ensemble des potentialités offertes par le process Pixelmat. D'autres prétendent que ce sera plutôt lorsqu'il aura fini un projet de mosaïque géante avec plus de 200 tuiles. D'autres encore que ce serait plus simplement lorsqu'il aura trouvé le temps de traiter juste une seule image au milieu de ce planning overbooké. Mais dans tous les cas, on peut pronostiquer qu'on risque de le voir encore un bon moment avec ce look d'astro-hipster qui lui va si bien. Nicolas Kizilian. Salut les gars. Ça va? Ça va, ouais, Nicolas? je suis un peu la Maria Carré de l'astrophoto, alors diva, ouais. La question que tout le monde se pose, bientôt une nouvelle image? J'espère, ouais. Il y en a toujours une que j'essaie de finir depuis 2 ans. Je suis toujours Oui, là-dessus. c'est vrai. J'ai T'es toujours un toujours projet dessus. de monter mon Newton, donc alors, ça avance gentiment, mais ouais, cet été, il y aura des nouvelles photos. Voilà. D'accord. Alors, place maintenant à notre goléador de l'astrophoto. Bon, James Cameron et ses 11 Oscars pour Titanic, Cristiano Ronaldo et ses 807 buts, Michael Jackson et ses 500 millions d'albums vendus, eh ben, ils peuvent tous aller se rhabiller, car nous avons ici l'homme qui enchaîne les apodes plus vite que son ombre. Bon, je vais être honnête, je ne les ai pas comptés, et je pense que lui non plus, car outre son grand talent, il est aussi d'une grande modestie et d'une grande générosité quand il s'agit de partager ses connaissances. Si vous êtes en mal d'inspiration d'ailleurs pour des cibles cet été, je vous recommande de visiter son site internet qui comprend plusieurs catalogues commentés et illustrés, un vrai régal à parcourir. C'est Mathieu Guinaud. Merci Jean-Baptiste, super sympa. Et on peut rappeler l'adresse de ton site parce que c'est... Oh bah, Google, Mathieu, Guino, Ouais. astrophotographie. Voilà. On va même le mettre en incrustation au-dessus, Jean-Baptiste, Voilà. tellement on est moderne. Beaucoup de bonnes idées à aller piocher pour cet été, si vous voulez sortir de toujours les mêmes objets qu'on voit un peu partout. C'est une vraie mine d'or. Voilà, si l'astrophoto était une religion, il en serait incontestablement le pape, mais un pape qui serait également l'auteur de la Bible. C'est en effet vers son recueil que l'on se tourne lorsqu'on cherche à surmonter une difficulté, à trouver des informations techniques précises ou encore à connaître toutes les petites astuces sur un domaine d'observation. C'est également à sa lecture que certaines brebis égarées, qui négligeaient les flats par exemple, je ne citerai pas de nom, prennent conscience de leurs fautes et reviennent dans le droit chemin. Bref, à ce stade, inutile de faire durer le suspense plus longtemps, car vous l'avez forcément reconnu. Il est avec nous ce soir pour notre plus grand plaisir. C'est bien sûr l'auteur de l'ouvrage sacré intitulé sobrement Astrophotographie, mais qui aurait pu tout aussi bien s'appeler Ainsi parlait Thierry Legault. Merci Thierry d'être avec nous ce soir. C'est un plaisir. Et je vous bénis orbite et orbite. C'est bien, cette émission commence sous les meilleurs auspices. Tu sais qu'il faut quand même rendre à Thierry un truc, c'est que moi ce qui m'a le plus marqué dans le bouquin, c'est pas tellement les deux, c'est surtout le passage où il parle de la sensibilité d'un côté du capteur. C'est à ce moment-là que je me suis dit, mais qui a pu écrire un truc pareil? Et ma foi, ça reste une grande interrogation.
J'avoue que spontanément, oui, mais tu as des capteurs en back illuminated, ça c'était avant que ça soit, c'était avant que ça arrive peut-être. Ah oui, je pense que c'était avant. Et enfin, si vous vous demandez depuis le début de cette émission pourquoi c'est moi qui fais les présentations avec cette chemise à fleurs du plus bel effet, mais qui ne rend que faiblement hommage à l'original, eh bien c'est tout simplement par plaisir. Par plaisir, oui. Plaisir un peu sadique de confronter le créateur à sa propre créature et de voir son angoisse alors que celle-ci lui échappe, même si ce n'est que temporaire, on vous rassure. Plaisir évidemment de lui renvoyer la balle après avoir collectivement subi ses présentations narquoises, issues de son esprit vif et de sa plume acérée, mais avant tout plaisir de le voir à son tour endosser le rôle du chroniqueur dans sa propre émission, car il a des choses à dire et il les dit bien, que ce soit en astronomie ou dans d'autres domaines. C'est donc avec un immense plaisir que je vous demande d'accueillir celui qui est à Star Party, ce que Nick Fury est aux Avengers. Et je ne dis pas ça uniquement car il a lui aussi déjà été griffé à l'œil par un chat ou encore qu'il a fréquenté à une époque les couloirs du FBI. Ce sont des anecdotes véridiques. Reste à savoir si c'était en tant que simple invité ou en tant que suspect, la légende ne le dit pas. Le petit nouveau de nos chroniqueurs, David Cara. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Oui, il y a un côté très schizophrénique à être de l'autre côté de la barrière, mais écoute, pour l'instant, c'est. Alors, est-ce que c'est ton talent personnel ou l'ajout de la chemise hawaïenne qui exalte ton talent? Ça va savoir, mais je pense que ton talent personnel suffit. Et tu vois, du coup, tu m'as rendu hommage. Moi, j'ai fait un peu pareil. Tu vois, en tant que Trekkie convaincu, j'ai mis un Dark Vador histoire de t'encourager dans ce rôle. De présentateur. Merci beaucoup. Bon, pour ma part, entre l'organisation et les présentations, je mesure déjà combien le boulot que tu as accompli sur les autres émissions est exemplaire. Mais bon, pour moi, le plus gros du boulot est fait, je pense, parce que maintenant, ça va être à vous de parler, puisqu'on va attaquer tout de suite avec la rubrique mise en station. Rubrique mise en station consacrée aujourd'hui à la fameuse technique du starless. Pour contextualiser un petit peu, c'était encore il y a quelques années qu'une manière de présenter une image finale débarrassée de ses étoiles, mais ça semble être devenu aujourd'hui, avec les différents logiciels qui se sont développés, un outil de traitement à part entière pour gérer notamment les étoiles, qui sont souvent parmi les objets les plus compliqués à traiter sur une image. Et on constate que de plus en plus d'astrophotographes, y compris débutants, ont tendance à l'utiliser, voire parfois en abuser. Donc, on va tenter de répondre à cette question. Faut-il intégrer le starless par défaut dans son workflow de traitement? Et si l'un d'entre vous, pour commencer, peut rappeler ce qu'est le starless pour ceux qui ne sauraient pas et en quoi ça consiste exactement, et ça sera parfait. Allez, à vous. Mathieu, on t'écoute. Moi? Ah oui, il n'y a pas l'autre. Moi, ce que ça m'évoque rapidement, mettre aussi en contexte la chose. On voit beaucoup passer des idées selon lesquelles ce serait utiliser le starless en astrophotographie. Je voulais juste rappeler qu'un astrophotographe quand même assez connu, dont j'ai toujours du mal à prononcer le nom, finlandais, Jean-Pierre Metsavainio, je crois, a quand même mis au point cette technique il y a déjà bien longtemps, je dirais au moins 10 ans, voire plus, où en fait en traitement SHO, narrowband, il utilisait le starless pour ensuite ce qu'il a appelé le tone mapping, peut-être inventé le mot tone, lui non plus qui a inventé le starless, mais qui l'a utilisé en tout cas et qui a expliqué comment il faisait pour faire son mixage SHO en palatable à partir d'images dont il avait supprimé les étoiles et pour les réinjecter par la suite. Alors lui, à l'époque, quand il réinjectait les étoiles, elles étaient toutes blanches. Il ne faisait pas de mixage où il récupérait la couleur des étoiles en SHO, ni en RVB d'ailleurs. Il ne se souciait pas trop de ça, mais enfin, c'est pour dire que cette technique, voilà, en préambule, je voulais rappeler qu'elle existe depuis bien longtemps, parce qu'on a pu voir un poste où vous pouvez laisser une technique récente et révolutionnaire, mais bon, voilà, c'est pas tout récent. Ah, c'est la technique que tu décris là, que lui, je ne sais pas s'il a inventé ou quoi, mais en tout cas, il a un peu démocratisé. Après, il a intégré la gestion des couleurs, effectivement des étoiles, en les rajoutant dans un deuxième temps. Et il pousse le process un peu plus loin que ce que nous, en tout cas, moi, j'ai tendance à faire, c'est-à-dire que il découpe son image non seulement en nébuleuse, étoile, mais aussi le bruit. Enfin, tout est vraiment découpé en morceaux. Sur les dernières versions du tone mapping qu'il a présenté dans certaines conférences, il pousse le concept un peu plus loin. Parce qu'on peut rappeler en quoi ça consiste, le starless. Tout simplement, ça consiste à supprimer les images, les étoiles. à supprimer les étoiles
d'une image complètement. Alors, ça peut être utile pour juste présenter, mettre en valeur un objet sur une image finale, avec débarrassé de ses étoiles, mais ça peut être aussi utile en cours de traitement. Je sais pas, qui, par exemple, parmi vous, utilise le Starless de manière, on va dire, intégrée à son workflow de travail, de base, que ce soit plus, on va dire, plutôt en SHO, parce qu'en RGB, ça n'a pas trop de sens. Moi, je l'ai pas mal utilisé, essentiellement en bande étroite. Voilà. Et je l'ai surtout utilisé pour essayer de mettre en valeur des faibles nébulosités, voilà, sans faire exploser, si je puis dire, les étoiles. Donc, ça te permet de bien faire ressortir la nébulosité tout en gardant des étoiles très fines. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai utilisé, mais je n'utilise pas systématiquement. Mais pour certains objets, oui. Ouais, pareil, pareil que Nico, en fait, hein, à la découverte du tone mapping de Mezzavagno, il y a quelques test à essayer. C'est vrai que ça permet en fait d'aller tirer les signaux les plus faibles sans faire et donc sans être embêté à devoir les réduire en taille pour qu'elles correspondent entre les couches, notamment la couche O3. Moi aussi, comme Nico, j'utilise qu'en narrowband. Hein, en l'RVB, je vois vraiment pas l'intérêt et je trouve ça même contre-productif, sauf pour l'aspect esthétique de présenter des images starless que certains aiment présenter et d'autres mais sinon, pour le traitement, ouais, pour le SHO, ça a quand même la facilité, la fonction de faire cet assemblage, ce mixage des couleurs et des signaux faibles, sans se retrouver avec des halos trop importants ou des diffractions qui peuvent être gênantes et viennent empiéter sur les zones de nébuleuses qui se trouvent autour en fait, des étoiles. Aziz, Thierry? Et de ma part, pareil comme Mathieu, je ne l'utilise pas en RVB, LRGB ou RVB, mais plutôt pour le SHO, mais surtout soit pour une application particulière, notamment le HDR, si je devrais l'utiliser, mais sinon, ça ne sera pas systématique. Ce n'est pas systématique. David, Mathieu. J'attendais de voir si Thierry parlait. Ouais. En fait, c'est pareil, je trouve ça extrêmement pratique sur des ranges sélection pour aller coller du HDR sur des zones qui sont ténues. Après, c'est le côté systématique qui me paraît pas obligatoire en fait. C'est-à-dire, je trouve ça pratique, notamment sur des nébulosités vraiment touffues. Là, je trouve que c'est vraiment bien. Après, par contre, ce que j'aime bien, c'est les outils. C'est-à-dire, pour aller chercher des star masks ou des choses comme ça, je trouve que les outils d'extraction des étoiles sont assez pratiques. Donc j'aime bien les utiliser, ne serait-ce que pour ça, puisque pour une raison que j'arrive pas encore à identifier, et d'ailleurs que Jean-Baptiste n'avait pas réussi à identifier non plus, ma version de PixInsight, quelle que soit son actualisation, a tendance à me faire des star masks extrêmement bizarres. Ce qui n'est pas le cas quand j'utilise soit des StarNet V2 ou même Star Exterminator. Enfin, donc voilà, pour ça j'aime bien, mais après, ouais, c'est plus ce côté systématique dans ta question qui retient mon attention pour dire non, enfin, je ne pense pas que ça se prête à chaque image tout le temps. Ça peut être, je trouve que c'est bien, par exemple, quand tu fais du narrowband et du RVB pour les étoiles, par exemple. Ça, c'est évidemment pratique mais quelque part, c'est du recompositing d'images. C'est plus vraiment du traitement. C'est vrai que pour affiner la question, on va dire que ça s'y prête pas sur tous les objets et avec tous les modes d'acquisition. Pour les objets pour lesquels ça s'y prête, je comprends que vous, en tout cas, vous l'utilisez plutôt en narrowband sur les nébuleuses. Et alors, ma question, du coup, revient. Est-ce que vous avez un workflow qui l'intègre systématiquement dans ce cadre-là précis? On a compris que pour le reste, ce n'était pas forcément nécessaire. Ou pas? Ou est-ce que c'est un peu selon l'image, selon les caractéristiques propres de l'image? Et c'est à quel moment Vas-y, Mathieu. C'est quelque part un peu paradoxal de dire à extraire les faibles signaux, comme on a pu le dire pour le SHO, mais de dire que ça n'est pas utile en LRVB, puisqu'en LRVB aussi, il peut y avoir des faibles signaux qu'on souhaite extraire, traiter en préservant les étoiles. Le truc, en fait, c'est que, à mon sens, ça se voit quand on traite une image en et qu'on réinjecte les étoiles. Ah, vous m'entendez parce que j'ai une connexion Internet instable. Oui, tu as des coupures de temps en temps, mais on t'entend. Ouais, en fait,
Ce qui est problématique, c'est pas tant le côté traitement, c'est-à-dire le côté du traitement qui va dire oui, faire du starless, c'est n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'on fait et tout. C'est pas ça le problème, parce que certains l'interprètent comme ça quand on leur fait des remarques. Le problème, c'est que ça se voit quand il y a une réinjection des étoiles sur une luminance. Autant traiter une couche couleur, comme on le disait avec Nicolas par exemple, d'une SHO, c'est pas un problème puisque ce n'est pas une couche couleur qui aura les étoiles qui vont servir de luminance. Ce qui est problématique pour moi, c'est de traiter une luminance en starless, donc les accentuations de détails, le bruit, et ensuite de venir lui remettre des étoiles sans que ça se voit. Je connais très peu de photographes qui arrivent à faire ça. Je ne sais même pas si j'en ai déjà vu. Parce que très souvent, on voit sur les images où vous confirmerez ou pas cette sensation que j'ai, mais sur les images qui ont été traitées en starless, on identifie assez facilement à l'aspect justement des étoiles qui ont perdu leur bord un peu flou et qui semblent un peu comme tranchées par rapport au reste du fond de ciel ou de la nébuleuse. C'est fait subtilement avec des modes éclaircir dans Photoshop ou avec je ne sais quoi. On a tout pourcentage d'opacité. Enfin, voilà, il y a tout un tas de techniques qui sont essayées de faire ça proprement. Moi, j'ai toujours cette sensation qu'on perd l'aspect naturel des étoiles et c'est en ça que ça n'est plus puriste, entre guillemets, et que c'est un peu dommage. C'est pas tant pour la modernité de la façon de faire que c'est critiquable, c'est pour le fait que ça se voit et que c'est pas très beau. Après, encore une fois, c'est l'heure, mais je pense aussi que seuls ceux qui sont passés par des phases de traitement traditionnelles peuvent percevoir la différence entre des étoiles quand on a traité en starless, on a traité de manière plus traditionnelle, c'est-à-dire en protégeant les étoiles. Si on a cette habitude des traitements plus habituels, on ne va pas voir la différence, elle ne va pas forcément sauter aux yeux, tandis que si on connaît les deux, on va peut-être plus voir la différence, peut-être comparer deux images côte à côte, et là, c'est à ceux qui ne voient pas ce phénomène-là. Je ne sais pas si ça vous parle, cet aspect des étoiles. Oui. Si. Si, très régulièrement, on avait, même au cours de certains tests, tu te rends compte que tes étoiles ont l'air d'avoir été collées sur ta nébuleuse au final, enfin, que c'est même limite mal découpé. Par contre, ce que je trouve intéressant, tu vois, dans le starless, c'est d'abord effectivement le rendu de certaines nébuleuses en starless à titre esthétique pur, moi, me parle énormément. Je trouve qu'il y en a où l'impression, une fois qu'on a enlevé les étoiles, l'impression d'être aspiré par une profondeur est beaucoup plus présente. Mais encore une fois, est-ce que c'est encore de la photo? C'est autre chose. Mais sur un plan purement artistique, je trouve qu'il y en a qui s'y prêtent bien et c'est sympa de pouvoir extraire les étoiles de manière plaisante. Après, comme tout, tu cours un risque. À partir du moment où tu rajoutes un process de ce style, tu cours le risque de dégrader ton image plus qu'autre chose, hein, si c'est mal fait par rapport à ce que tu disais. Eric, toi, je ne sais pas si tu traites des images en starless, mais tu as peut-être un avis sur l'aspect artistique aussi de la chose. Non, alors je fais du ciel profond de temps en temps, de manière assez épisodique. La plupart du temps, c'est du RGB avec un capteur couleur. Donc non, je n'utilise pas, ou peut-être pas encore, hein, peut-être que je m'y mettrai un petit jour, si j'ai du temps pour ces techniques-là. J'ai pas d'avis particulier. Je pense que si c'est bien utilisé, ça peut donner des choses très jolies. C'est vrai que les nébuleuses complètement sans étoiles, ça fait un effet qui peut être assez sympa, même si au fond de moi, j'ai toujours l'impression qu'il me manque un peu quelque chose, qu'il n'y a plus d'étoiles, mais justement, pourquoi pas, du moment qu'on annonce la couleur, entre guillemets, et qu'on indique les traitements qui ont été effectués. Est-ce que ce ne serait pas intéressant de revenir sur les différentes possibilités de traitement, justement, les différentes options? Parce que là, je l'entends parler de coloriser des étoiles, d'enlever des étoiles, de coloriser une SHO à partir de RGB ou l'inverse. Est-ce que ce serait pas intéressant de refaire faire un panorama des différentes possibilités, au-delà du comment, c'est de quoi on part et à quoi on veut arriver, quelles sont les différentes possibilités. Pour les gens qui n'ont jamais utilisé ces techniques-là et qui se disent qu'est-ce que ça peut m'apporter, comment je peux appliquer ça aux images que j'ai prises. Ouais, ça peut être tout à fait intéressant. Alors, moi, je rejoins complètement Thierry sur l'aspect esthétique et artistique du starless. C'est vrai que là, la question sur est-ce qu'on doit l'intégrer dans son workflow ou pas. Workflow,
de présenter des images starless, un intérêt artistique qui est assez évident. Ça fait ressortir les nébuleuses parce que ça, en enlevant les étoiles, on fait ressortir les plus faibles parties des nébuleuses et tout. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, là, la question qui est de savoir si c'est nécessaire de l'intégrer dans son workflow. Peut-être que pour y répondre, comme tu dis, Thierry, on pourrait proposer des autres possibilités qui existent sans Starless et pour ensuite. Alors là, bon, je ne sais pas si ça peut se faire rapidement, mais je l'ai donné tout à l'heure, c'est que à vous de me dire, mais pour moi, luminance en Starless, ça se voit. Ça fait pas propre, voilà. Ça fait pas des étoiles qui ont l'aspect qu'elles doivent avoir par rapport au signal qui a été perçu par le capteur. J'ai envie de dire, en essayant de le dire simplement comme ça, bon, après, je sais pas comment vous pouvez compléter ça, et si vous êtes d'accord non plus avec ça. Traiter une couche couleur, enlever les étoiles, remettre ensuite des étoiles en couleur pour obtenir une image couche couleur avec des étoiles, ensuite mettre une luminance qui, elle, n'a pas été traitée en Starless. Ça, c'est pour moi la logique et pertinente de... Maintenant, je demande qu'à voir des images traitées intégralement en Starless, y compris luminance, et qui n'auront pas cet effet d'étoile collé sur le tableau. Et auquel cas, je serais convaincu. Et bon, il y a que les cons qui changent. Dans ce cas-là, on s'adaptera aux nouvelles techniques. Mais pour l'instant, je n'ai pas vu. Oui, parce qu'il y a plus, pour effectivement, comme disait Thierry, là, peut-être pour résumer pour ceux qui ne voient pas exactement de quoi on parle, c'est-à-dire qu'on envisage surtout le Starless pour l'imagerie SHO, puisque en SHO, on est sur des filtres très sélectifs et qu'au final, on n'a pas tout le spectre lumineux comme on peut l'avoir avec des filtres RGB, et qu'au final, on se retrouve avec des couleurs qui ne sont pas naturelles, entre guillemets, enfin, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on obtient avec du RGB. Donc, on peut se retrouver potentiellement avec des étoiles très magenta, très vertes, de couleurs qui ne sont pas du tout esthétiques et qui ne sont pas naturelles pour le coup. Et donc, la difficulté en SHO traditionnel, c'est d'arriver à avoir à la fois des belles couleurs sur les nébuleuses et également des belles couleurs sur les étoiles et que le tout soit harmonieux. Sauf que souvent, ce n'est pas tout à fait les mêmes réglages qu'il faut faire pour les étoiles et la nébuleuse. Donc avant, on traitait avec des masques, ou alors on réussissait très très bien à mixer les couleurs pour avoir une palette avec des étoiles qui avaient des couleurs acceptables. Et maintenant, la mode, c'est plutôt de dégager les étoiles, de les traiter à part et de les réintroduire sur les machines. Alors, comme dit Mathieu, ça se voit quand c'est pas très bien fait, parce qu'on a cette sensation de réintroduction d'étoiles. On a aussi l'impression parfois qu'il y a des étoiles qui disparaissent, parce que la réintroduction, si on a monté un peu les histogrammes entre-temps, peut-être que les petites étoiles toutes petites peuvent avoir disparu. Donc, effectivement, voilà, c'était pour essayer de faire un petit résumé. D'ailleurs, merci. Quand même, j'ai pas dit ça. J'ai dit ça se voit, même si c'est bien fait. J'ai pas dit même ça si c'est bien fait. Oui, j'ai pas dit ça se voit quand c'est mal fait. Ça se voit même si c'est bien fait, parce qu'il y en a qui font ça très bien. Déjà, la première question à se poser, c'est savoir à quel moment si tu l'intègres dans ton process, à quel moment tu l'intègres dans ton process. Est-ce que tu l'intègres en non linéaire, en linéaire, à quel moment, effectivement, comme dit Mathieu, est-ce que éventuellement tu l'utilises sur ta luminance ou pas que sur ta couleur? Il faut déjà déterminer à quel moment tu vas employer ce process Starless et de quelle manière tu vas l'utiliser. Et il y a plusieurs manières d'utiliser, comme disait David au tout début. Ça peut être aussi entre guillemets, un outil qui permet de faire un masque d'étoiles quasi parfait, quoi. Moi, ça me sert à ça sur le HDR, par exemple. J'extrais les étoiles de la luminance, je vais créer mon masque HDR, je reviens à ma version de luminance avec étoile et j'applique ce masque dessus. Je réinjecte rien du tout. Ça ne me sert qu'à ça. Vraiment. Mais ce que je trouve formidable, en fait, c'est surtout l'outil. Je sais pas, je connais pas, j'ai pas votre historique avec PixInsight en termes de durée, mais je sais que les toutes premières Starless que j'ai pu faire, alors déjà, c'est un excellent révélateur de la qualité de ton suivi et de la gueule de tes étoiles. Parce que si jamais tu avais des étoiles un peu oblongues, je peux te dire que le Starless te sortait des artefacts qui étaient assez rigolos. Donc, moi, bizarrement, ça m'amuse aujourd'hui de voir qu'il n'y a rien. C'est-à-dire, je me dis, leur outil est meilleur et mon suivi est meilleur. Mais en plus, ça va dans la boîte à outils globale. Je trouve que, enfin bon, sans faire de pub à personne, mais StarNet V2, je trouve, est efficace. Star Exterminator est très efficace.
Bon, c'est un outil de plus, mais après, c'est une question qui devient philosophique. C'est est-ce que tout prétexte qu'on peut, on doit, bah, on a cet outil à disposition, bah, il faut faire preuve de parcimonie et être capable de l'utiliser, ou au moins pour tester, mais ça n'a pas à être systématique. Enfin, je pense pas. Je vais être honnête avec vous, ce qui m'a inspiré ce sujet de discussion, c'est que de plus en plus, notamment sur Facebook, je vois des gens qui ne sont pas totalement débutants, mais qui n'ont pas énormément d'expérience en matière de traitement, on va dire, j'ai l'impression en tout cas qu'ils le font systématiquement. Et quand ils ne le font pas, d'ailleurs, ils le précisent, ils disent pour une fois, je n'ai pas traité en starless, c'était plus compliqué. Reste à voir le résultat final parfois. Est-ce que c'est nécessaire de bien savoir traiter avant de faire du starless? Je ne vous oriente pas sur vos réponses, moi je pense que oui. Est-ce qu'on peut le faire dès le début? Est-ce que ça, on ne se prive pas un petit peu en l'utilisant systématiquement de cette petite difficulté de traiter spécifiquement les étoiles sur les images, ce qui n'est pas toujours évident, et que du coup, quand on n'a pas le choix, on ne sait pas faire sans. Se prive effectivement. Ouais, pardon, vas-y Nico. Je pense que ça ne va pas être systématique. Enfin, c'est mon point de vue. Moi, je l'utilise pas toujours. Pour être tout à fait honnête, je l'utilise souvent quand je galère avec les étoiles. S'il n'y en a pas besoin, je le fais pas. Et après, tu ne peux pas l'utiliser sur tout type d'image. Hein. Voilà. Contrairement à un conseil qui avait été donné à Fred Lamaga, à ne pas utiliser sur les amas globulaires. Hein. C'est clair que, comme dit David, que je vois entièrement, c'est un process qui est là à dispo, qui est hyper pratique pour faire rapidement des star masks et facilement sans avoir besoin d'apprendre à utiliser les process de star mask qui sont un peu compliqués et déroutants quand même au début, il faut le dire. Starnet, clique, au bout de 30 secondes, on a un star mask propre qu'on peut ensuite triturer plus lumineux pour le rendre plus flou, pour le rendre plus ceci, plus cela, pour l'inverser, pour le soustraire d'une luminance. Bon, voilà, on peut faire tout un tas de choses avec un star mask, c'est vrai, facile à faire. Est-ce que, Aziz, toi, par exemple, en traitement de luminance, toi, pour le coup? Franchement, luminance, non. J'utilise pas le starless. Et d'ailleurs, luminance, je l'utilise pas souvent. Hein. Quand je fais du SHO, c'est du SHO sans luminance. Ah oui. Carrément. Mais parfois, j'utilise le starless parce que le SHO, parfois, on arrive avec des étoiles. Pas évident à corriger, pas évident, surtout côté colorométrie, ce qui fait on arrive, c'est pas tout le temps, mais surtout avec certains setups. Là, j'utilise plusieurs setups et j'ai remarqué qu'à travers d'eux, carrément, le SHO, les étoiles, ils sont pas bons. Dans ce cas, j'utilise le starless dans le traitement. Mais dans d'autres setups, j'ai pas ce problème et je corrige toujours pour savoir pourquoi. Après, juste un élément par rapport à ce qu'a dit Jean-Baptiste tout à l'heure. Tu disais que tu voyais beaucoup de débutants, semi-débutants qui se mettaient à intégrer le starless dans tous les coins. Je pense que ça rejoint aussi un problème auquel tout le monde est, je pense, mais je fais le pari, les 6 ont été confrontés là. C'est quand on débute, le fantasme ou l'espoir qu'il existe un workflow. Et donc, toute une série de process qu'on va appliquer dans l'ordre et qui va permettre de sortir une clé. À chaque fois que tu proposes pour aider un workflow, tu proposes un type de workflow qui devrait permettre ou qui va permettre d'avoir les bases pour sortir une image. Mais c'est pas ça, en fait, la réalité de Pix. C'est la boîte à outils. Et puis, faut comprendre au maximum chaque outil, essayer de comprendre comment il s'emboîte au mieux pour réussir à créer finalement son propre workflow de la manière la plus complète possible. Mais par contre, de penser qu'un workflow unitaire va s'appliquer à toutes les images et va permettre à tout le monde de sortir la même qualité, ça, c'est pas vrai. Et c'est dur à faire comprendre. Alors, le starless, avec les outils étant arrivés, et hop, on est Nicolas Kizignon-less. C'est vrai que je pense que ça a dû intégrer des workflows de manière un peu automatique, en fait. C'est peut-être ça que tu as en tête, ou peut-être que c'est la conséquence de ce que tu dis, en tout cas. En tout cas, c'est mon explication. Ouais, puis script aujourd'hui. De manière générale, il y a beaucoup de scripts qui sont apparus ces dernières années et qui facilitent grandement le traitement. Hein. Aujourd'hui, on peut à vitesse grand V par rapport à il y a, je sais pas, 5 ans, parce qu'il y a beaucoup de scripts pour le traitement de bruit, le traitement starless, l'assemblage SHO, pour ceux
faire un traitement très propre, entièrement en script. Aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas quand certains dinosaures ont commencé l'astro, et même il y a que 3 ou 4 ans, ce n'était pas le cas. Alors, la question, c'est est-ce qu'Adamblog va nous sortir un script où tu rentres tes brutes et hop, tu as ton image finie 1 heure après? Ce sera pas drôle. Ce sera pas drôle. Faut pas en arriver là, je pense. C'est ce que font les V-Scope et compagnie. Voilà. Ouais. Ça, c'est sûr, et ça dépend de l'objet. Hein. Traiter une galaxie, c'est pas comme une nébuleuse. Et même pour les nébuleuses, ça diffère. Ce qui fait suivre un cheminement, entre parenthèses, un workflow, ça sera pas évident. De toute façon, je parle de ma propre expérience. Entre 2 images, même nébuleuses, je suis pas le même workflow. Certes, j'en ai un, mais de toute façon, j'utilise d'autres process que j'ai pas utilisés dans la première, ce qui fait, c'est un petit peu, je sais pas, mais pour moi, c'est un petit peu subjectif et on peut pas utiliser le même workflow, même pour les nébuleuses. Hein. Sinon, si on passe un autre objet, un autre type d'objet, nébuleuse planétaire, peut-être les galaxies, et entre parenthèses, les amas globulaires, ça, c'est autre chose. Et c'est ce qui rend le traitement si passionnant et créatif. C'était tout le temps la même chose, on se ferait chier, mais alors d'une force, franchement, c'est... Ça, c'est sûr. Je pense qu'on est bien d'accord, et si je vous propose qu'on termine cette rubrique là-dessus, parce que c'est parfait comme conclusion, à mon sens, effectivement, tout ce qui fait l'intérêt le plaisir de traiter, c'est de se casser la tête un petit peu sur des problèmes. Alors, pas à chaque image, hein, parce qu'on n'est pas masochiste quand même, mais quand il y a certaines images qui peuvent se traiter facilement, on est content. Mais ça fait plaisir de résoudre des problèmes, de se casser un peu la tête pour réussir à sortir le meilleur. Plus je vous fréquente, alors je poste des images, mais pour des raisons différentes de vous. C'est que moi, je parle à des gens qui n'y connaissent rien la plupart du temps, et je veux en profiter pour leur faire voir et découvrir ce qu'il y a là-haut. Mais par contre, de plus en plus, l'idée de faire une image, d'y revenir en repartant depuis le début, de l'étape 3, changer l'étape 15, revenir à l'étape 5, ça, pour moi, c'est automatique maintenant. Mais c'est plus une journée l'image. Ça sera 3 semaines, 1 mois, mais réparti sur 4 mois. Mais ça, c'est pas grave. Mais il faut l'accepter aussi. Et je pense que ça fait partie aussi de ce que PixInsight, à un moment, dans l'envie qu'on peut avoir d'aller plus loin dans les qualités des images, demande. Je pense que le logiciel le demande. Complètement. Oui. Je crois que c'est l'expérience qui le demande. Et ton goût, comme quand on boit du vin, tu apprécies de plus en plus certaines choses. Et parce que Photoshop, ce serait la même chose, tu vois. C'est pas propre à PixInsight. Le fait de pouvoir revenir sur des étapes, de laisser reposer, de reprendre, de laisser reposer, de reposer les yeux, le cerveau et la sensibilité aussi. Parce que la sensibilité, elle peut pas être active pendant le filet. Elle a besoin aussi de temps de coupure. Et la créativité, la spontanéité, toutes ces choses-là. Indéniable. Écoutez, je pense que c'est une bonne conclusion pour cette partie. En tout cas, le plaisir de se confronter aux difficultés du traitement et donc je pense que les personnes qui nous regardent, en particulier les débutants, auront eu pas mal d'avis éclairés sur le sujet. Ils verront peut-être plus clair sur l'intérêt de le faire de manière systématique ou pas. Et je vous propose qu'on passe à la rubrique alignement polaire dès maintenant. Bien, alors pour la rubrique alignement polaire, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui est remis un petit peu sous les feux de l'actualité avec la pénurie de matériel en neuf dont beaucoup d'astronomes amateurs se plaignent avec la crise, les multiples crises actuelles. Beaucoup de produits qui sont très difficiles, voire impossibles, ou avec des délais qui ne sont pas précisés en neuf. Du coup, beaucoup de gens se reportent, et c'est bien normal, sur l'occasion, d'autant plus qu'avec le confinement Covid, beaucoup de gens se sont mis à l'astro. Et certains réalisent que finalement, c'était pas pour eux, donc revendent pas mal de matériel aussi après cette crise. Donc, on va parler de l'occasion, de l'achat ou de la vente, hein, peu importe, de matériel d'occasion pour l'astrophoto, donc plus généralement pour l'astronomie amateur, puisque là, on parle monture, caméra, optique, ça rejoint qu'on fasse de l'observation visuelle ou de l'astrophoto, mais pour les caméras aussi, il y a peut-être quelques spécificités qu'on abordera. En tout cas, source de beaucoup de questionnements parmi les amateurs, en tout cas ceux qui n'en ont jamais fait ou qui sont un peu réticents, le fonctionnement, les précautions à prendre, ça peut concerner l'achat de petits matériels, des bagues, des oculaires, mais aussi de matériel plus important et beaucoup plus cher, des montures, des tubes optiques, des caméras.
Et bon, bien sûr, il y a la perspective de faire des bonnes affaires. Il y a aussi la crainte récurrente de certains soucis. Alors, je n'évoque même pas les arnaques, ça c'est commun, c'est pas spécifique à l'astro, mais malheureusement, il y en a aussi en astro, on en voit régulièrement, mais plus prosaïquement, l'état du matériel, le mode de livraison, le paiement. Voilà, beaucoup de petits freins qui peuvent dissuader certains, et pourtant, sur beaucoup de forums, on va fleurir les mêmes interrogations. Donc, c'est peut-être intéressant, si vous pouvez, on va essayer de ne pas faire trop long, mais en tout cas, de revenir sur les bonnes pratiques, les points d'attention, les principales recommandations en la matière, essayer de faire un petit guide à l'attention de ceux qui veulent s'y lancer, mais qui ont quelques appréhensions. Alors, on peut commencer tout de suite par peut-être à main levée. Qui a déjà ici acheté ou du matériel d'occasion quasiment tout le monde, sauf Aziz. Que du neuf pour Aziz. Mais je peux répondre là. Déjà, le marché du neuf au Maroc, ça n'existe pas. Donc, automatiquement. Il n'y a pas de marché de l'occasion en fait au Maroc, c'est ça. En fait, le marché de l'occasion au Maroc, c'est toi. C'est quand tu vends du matériel, voilà, ça crée un peu d'offres, quoi. Ah, c'est sûr. Bon, bah, écoute, on va bénéficier aussi de tes lumières, Aziz, sur la question. Mais alors, voilà, je vous fais un petit pêle-mêle des sujets qu'on peut aborder. Après, je vous laisserai en discuter. Mais c'est quels sont les matériels les plus intéressants en occasion, ceux qui le sont moins, quelle décote espérer, les points d'attention avant un achat. Alors après, il y a des spécificités selon qu'on est sur une monture, une caméra, etc. Les sites à privilégier ou à éviter éventuellement, le transport. Voilà, je vous laisse la parole. Je pense que j'ai bien envie de donner la parole en premier à Thierry parce qu'avec le nombre incalculable de matériel qu'il a, je pense qu'il a une petite expérience en la matière. Oui, petite parce que j'ai pas du matériel, je vois pas du matériel tous les jours, mais moi je suis un grand partisan de l'occasion et pas seulement quand j'ai des choses à vendre. Il se trouve que j'ai des, des objets parmi mes meilleurs objets en matériel. Je les ai achetés d'occasion. Mon double stack Coronado, c'est un achat d'occasion. Ma lunette de 200, c'est un achat d'occasion. Puis c'est fait par hasard. D'ailleurs, je regarde une petite annonce pour une monture, une grosse monture. Et puis à la fin de l'annonce, c'est écrit je vends aussi une CFF 200. Ah bon? Donc j'ai contacté le vendeur et je suis allé la voir. Donc moi, je trouve que d'une manière générale, les gens sont soigneux avec leur matériel. J'ai très rarement eu des mauvaises surprises. D'autant que alors, pour vraiment du petit matériel, petit budget, bon, moi, je peux concevoir l'envoi à distance par un transporteur. Mais je pense que dès qu'on monte un peu en budget, moi, la remise en main propre avec voir le matériel, pouvoir éventuellement l'essayer, pour moi, c'est incontournable. Pour deux raisons. Déjà parce que on voit l'état du matériel, on peut le faire fonctionner. Si c'est de l'électronique, le faire tourner. Si c'est de l'optique, voilà, peut-être faire un star test le soir. J'ai pas dit un starless, j'ai dit un star test. Donc, tester sur étoile, tester sur une photo. Je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs qui seront ouverts qui vendent le matériel, qui seront ouverts à ce genre de test. Ça va rassurer tout le monde. Et puis, ça va éviter après, mais comme pour tout un tas d'objets, des litiges en disant ah oui, mais j'ai reçu l'appareil, mais il marche pas bien, il n'est pas comme je l'avais imaginé, il n'est pas en aussi bon état. Je comprends pas, il y a tel truc qui veut pas fonctionner. Donc moi, à partir d'un certain budget, moi je me déplace et puis j'achète sur pièce. D'autant que les transporteurs, on les connaît tous. Il n'y en a aucun qui est fiable à 100%, et c'est un euphémisme. Quand on voit comment ils jettent les paquets du haut des camions ou devant la porte de chez soi, dès qu'il y a de l'optique ou même de l'électronique, moi, je ne confierais pas mon matériel à un transporteur et laisser un transporteur acheminer du matériel que je vais recevoir. S'il est cassé, s'il est perdu, qui en est responsable? Qui paye? Moi, je me souviens d'un exemple assez fameux, qu'on avait vu, je crois, sur AstroSurf, où c'était un C14. C14, alors le transporteur, il l'avait réduit en miettes. Hein. Voilà, donc la lame en petits morceaux. Et puis à la fin, là, en l'occurrence, il me semble que c'était l'acheteur qui avait plus ses yeux pour pleurer. Mais voilà, qui paye les dégâts? Voilà, je pense qu'avec les risques que ça peut présenter, alors quand c'est un vendeur qui a pignon sur rue, c'est différent parce que il assure le matériel.
s'il y a un pépin avec le transporteur, ça s'arrange entre eux et le transporteur, mais entre amateurs, entre particuliers, je pense que c'est quand même nettement plus risqué. Et si je reprends l'exemple de ma lunette, j'ai fait un Paris-Var et retour pour aller voir la lunette, la récupérer et aller la chercher. Ça a rangé un peu de budget, mais au moins j'étais tranquille. Il a testé sur place du coup. Il y a un budget à partir duquel le coût en essence va devenir ridicule par rapport au montant du tube. Ouais. C'est vrai que ça vaut le coup. En essence ou en train, enfin voilà, si c'est pas un matériel très gros, c'est pas une grosse monture ou quelque chose de vraiment lourd et volumineux. Effectivement, faire un aller-retour, je pense que vraiment ça sécurise tout le monde. En plus, moi j'ai tendance à privilégier les paiements en espèces parce que ça sécurise aussi les gens. Sinon, c'est quoi ça? Alors, en dessous d'un certain montant, évidemment, hein, en tant que particulier, on n'a pas le droit de faire des paiements au-dessus d'un montant. Mais si ça reste en un objectif photo, voilà, je me déplace si c'est dans la région, je vais tester l'objectif, je paye quelques centaines d'euros en espèces. Tout le monde est content, le vendeur est rassuré, j'ai essayé l'objet, je ne vais pas revenir le voir en disant il ne marche pas, il ne me plaît pas, il n'est pas comme vous me l'aviez écrit dans l'annonce. Donc voilà, tout le monde est sécurisé. Mais moi, je trouve que vraiment, c'est une bonne option parce qu'effectivement, en ce moment, il y a de la pénurie de matériel. Et puis, c'est l'occasion aussi de payer du matériel moins cher, du matériel qui peut être en très bon état, moins cher, qui peut être encore sous garantie ou pas. Ça dépend de son âge. Là, ça peut être aussi un risque à prendre, d'où l'intérêt d'essayer au maximum le matériel avant de le prendre, surtout s'il est sous garantie. C'est vrai qu'après, personnellement, moi, si j'allais acheter un matériel à Thierry Legault, je serais confiant sur le fait que ça a été bien entretenu. Après, c'est pas pareil pour tout le monde. Et effectivement, c'est pas mal de le tester avant. Nicolas, les autres, vous avez un avis? Vous avez je pense que Thierry des expériences à partager sur vos achats d'occasion? a déjà bien brossé le tableau. Je pense qu'il y a déjà pas mal d'infos dans ce qu'il vient de dire. Moi, je sais que personnellement, à part tout ce qui est petit matériel, hein, bague, tube à longe, éventuellement oculaire, le reste, j'ai la fâcheuse tendance à ne vendre et acheter que à des gens que je connais déjà. Donc, ça facilite les choses. Et sinon, je rejoins ce que disait Thierry. Une petite précision, il faut aussi faire peut-être le distinguo entre le matériel électronique et le matériel optique. Hein. Là, on est comme dans le domaine de la photo classique. Hein. L'optique, ça ne bouge pas. Pour ainsi dire, ça ne vieillit pas. Donc, il n'y a pas de problème à acheter du matériel même assez ancien pour l'optique. Pour l'électronique, ça peut être l'occasion pour des gens qui débutent, qui ne veulent pas mettre trop d'argent, d'acheter des bonnes caméras, par exemple, et qui ne sont pas de toute dernière génération. Là, c'est intéressant. En revanche, il faut avoir conscience que ça se dévalue beaucoup plus rapidement que l'optique, et notamment les optiques haut de gamme qui ne perdent que très très peu de valeur au fil des années. On peut le voir avec certaines marques. J'en profite pour faire un mini aparté, mais qui rejoint quand même le thème. Les optiques ne se dégradent pas. Est-ce que vous avez, alors, je pense à Thierry qui en fait beaucoup du solaire, mais à une époque, on s'interrogeait sur la durée de vie, par exemple, des PST, du filtre, de la sécurité, on va dire, de certains matériels solaires sur le long terme, et il n'y avait pas vraiment de recul, donc on ne savait pas trop. Est-ce que vous avez des infos là-dessus, par exemple, parce que c'est des matériels qui s'échangent beaucoup en occasion aussi. Oui, ta question tombe bien parce que j'allais y venir justement. Je pense qu'en optique, effectivement, on peut avoir l'idée d'une voiture d'occasion. Une voiture, ça s'use, donc ça vieillit, donc ça se dévalue. Effectivement, l'électronique peut, sinon vieillir, quoique aussi, l'électronique peut vieillir, mais ça peut aussi, effectivement, comme vous disiez, se dévaluer. On sait bien qu'un boîtier photo, même haut de gamme, se dévalue beaucoup plus vite qu'une bonne optique photo, même haut de gamme, ça c'est clair. Au niveau de l'optique, je dirais que ça vieillit pas, sauf les filtres. Alors, je parle pas des filtres narrowband qu'on utilise en ciel profond. Pour moi, il n'y a pas de vieillissement. Effectivement, les filtres H-alpha pour le solaire, il y a un certain nombre de modèles qui ont tendance à vieillir. Alors, ça se matérialise par de l'oxydation sur certains éléments des filtres. Que ce soit, ça peut arriver sur des Coronado, des Lone, des Daystar.
il y a un élément qui peut s'oxyder avec le temps. C'est un élément qui se change. Alors, c'est pas le même suivant les types de filtres. C'est un élément qui peut se faire changer par le constructeur pour une fraction du prix du matériel. On n'est pas obligé de tout changer, mais c'est quand même une opération qui peut être pas tout à fait négligeable. Donc là, effectivement, sur du matériel comme ça, c'est intéressant de pouvoir l'essayer et de vérifier qu'il n'y a pas d'oxydation sur ce qu'on est en train d'acheter. Ou s'il y en a, faire baisser le prix en disant va falloir que je fasse changer l'élément ou le faire régénérer. Et donc, ça va me coûter tant. Donc voilà, je l'achète, mais avec temps, ça peut être une bonne affaire aussi, hein, mais il faut le savoir. Et il faut se méfier pour les filtres solaires qui s'oxydent. Je suis complètement d'accord avec Thierry. Tu vois, derrière, j'ai fait le soleil avec un filtre d'occasion et tu as vu ce que ça donne. C'est vraiment bizarre. Mais, non, mais, alors, moi, je vais juste mettre un petit grain de sel. Je suis évidemment d'accord avec ce qu'ont dit les camarades. Je trouve que c'est intéressant. Moi, j'ai peu acheté en occasion, mais par contre, j'ai beaucoup vendu parce que j'ai eu la chance, pour certains acheteurs, d'être très mal conseillé dans mes débuts en astrophoto et donc d'acheter des tas de conneries qui ne servaient pas ou qui étaient complètement dépassées ou obsolètes, qui étaient voire plus complexes que les systèmes caméra narrowband à utiliser. Donc, j'ai beaucoup revendu. Je sais quand on achète, alors c'est Thierry a employé l'expression pignon sur rue, je trouve intéressant d'acheter, alors plutôt le conseil aux acheteurs, acheter à quelqu'un, quand vous c'est sur un web astro ou sur un Facebook, quelqu'un dont vous trouvez une existence dans les forums, dans les groupes, voilà. Ça, c'est déjà plutôt pas mal parce que la communauté des astros est une communauté où, en règle générale, il y a beaucoup d'entraide, c'est quand même une passion commune. Donc, ça va déjà aider pour choisir du matériel. Moi, il m'est arrivé de dire à des gens, non, c'est pas ce matos que je vends qu'il vous faut par rapport à ce que vous voulez faire. Mais globalement, c'est vrai que le matériel et la pratique de l'astro oblige à être un peu rigoureux dans la façon de gérer son matos. Mais par contre, de ne pas aller acheter forcément d'illustres inconnus. Ça, c'est pas forcément un bon Après, je choix. pense que les arnaques, on les trouve assez vite parce que l'astronomie amateur, c'est un monde particulier avec son vocabulaire particulier, c'est pratique. Donc, dès qu'on commence à discuter avec un vendeur, déjà dans les textes d'annonce, on voit des annonces sur le Bon Coin avec un texte complètement farfelu. Donc là, on se dit, oui, ils y connaissent rien, ils n'ont jamais eu ce matériel-là entre les mains. Mais dès qu'on discute avec le vendeur en disant pourquoi vous le vendez, vous l'avez utilisé pourquoi, est-ce que vous croyez que je peux faire tel type de photo avec, ou tel type d'observation, on voit tout de suite si les gens n'y comprennent rien, ou s'ils ont un minimum de base. Alors, après, la personne peut toujours dire, moi, je suis débutant, j'ai acheté ce matériel-là, je m'en sors pas avec, mais c'est quand même assez rare. Et on repère assez facilement les embrouilles. Hormis les prix trop bas, parce que là, c'est comme dans toute annonce, à un prix trop bas, ça doit inciter aussi à la vigilance, forcément. D'ailleurs, quelle décote on peut espérer en occasion? Raisonnablement, on va dire. Enfin, ça dépend peut-être du matériel, vous allez me dire. Mais... Moi, je dirais que c'est du matériel vraiment, on va dire, jamais utilisé, sorti de sa boîte. Je dirais la TVA en moins, c'est-à-dire dans les 20% en moins. Après, je pense que si c'est du matériel en vraiment bon état, voilà, qui vaut le coup, qu'on trouve pas à chaque coin de la rue, je pense que entre 60 et 70% du prix neuf, dans les 65-70% du prix neuf, c'est pas idiot s'il est vraiment en bon état, si on peut le tester. Après, si l'état se dégrade, voilà, s'il est un peu plus obsolète, un peu plus fatigué, là, ça peut descendre beaucoup plus bas que ça. Hein. Mais je pense que pour du matériel, moi, j'ai jamais hésité à mettre, on va dire, 65-70% du prix neuf, si vraiment je sens que voilà, c'est une affaire, c'est une bonne affaire, c'est du matériel en bon état, qui fonctionne bien. J'économise déjà 30% sur le neuf. J'ai pu tester, ce qui n'est pas le cas avec du neuf. Alors avec le neuf, certes, il y a une garantie, mais et ça, je l'ai déjà vu, notamment dans l'optique photo, un peu moins dans l'optique astro parce que je dirais les revendeurs connaissent plus le domaine, mais dans l'optique photo, dire l'objectif que j'ai reçu, il est un peu décentré, donc les étoiles d'un côté elles sont assez belles et de l'autre côté elles sont assez moches.
Leur vendeur, c'est un vendeur photo classique, que ce soit en ligne ou un magasin. Ils vont dire, bah non, c'est dans les specs. Moi, j'ai fait une photo de paysage, je ne vois pas le défaut que vous me signalez. Paradoxalement, sur certains problèmes qui ne sont pas des dysfonctionnements évidents comme l'électronique en panne, ça peut être plus difficile de faire entendre raison auprès d'un vendeur professionnel que d'achat d'occasion, on peut tester et dire bon là j'ai testé, je suis sûr que voilà, j'aurai pas de souci avec. Pas grand-chose de plus, hein, pour compléter ce que disait David, c'est vrai qu'il y a l'historique de vente des vendeurs sur WebAssure Pro ou AstroSearch, je crois, en cliquant sur leur nom, on a accès à tout ce qu'ils ont vendu, depuis combien de temps ils sont inscrits. Donc si on est le 11 juillet, le 8 juillet et qu'il n'a jamais rien vendu, on peut déjà un peu plus se questionner, quoi qu'encore, ça va. mais bon, ça va peut-être mettre moins en confiance que si on voit un historique sur 5 ans avec 50 objets vendus. Forcément, voilà. Ça, c'est une première chose. Et puis, après, pour rejoindre aussi ce qui a été dit, peut-être que sur des... Alors oui, complètement les deux tiers, hein, 60-70%, moi, c'est ce que... Voilà, j'ai toujours acheté mon matériel d'occasion à deux tiers du prix et revendu à deux tiers du prix plusieurs années après. Voilà, à partir du moment où on a... Pas au tout début, parce qu'au tout début, j'ai acheté du bas de gamme, on va dire. Et dès qu'on achète à partir du moyenne gamme, pas forcément le haut de gamme, on peut acheter à deux tiers du prix et revendre à deux tiers du prix sous condition d'avoir bien entretenu ou d'avoir amélioré le matos. Auquel cas, on s'y retrouve. Caméra. Caméra, ça dévalue très vite. Et là, évidemment, il est inenvisageable d'acheter de la revendre au même prix un an ou deux après. Ou alors, il faut vraiment avoir un coup de bol ou un pigeon. Parce que... ou que tout le matériel neuf est pris 30%, comme c'est le cas depuis un moment quand même. Hein. Là, il y a effectivement ce phénomène. C'est pareil, si tu as acheté une maison, ouais. Tu vas faire une culbute pas possible. C'est pareil avec le matériel astro, effectivement. Oui, tu as certaines optiques, certains télescopes qui sont plus fabriqués et qui sont d'une rareté, et qui sont assez recherchés et qui sont difficiles à trouver en occasion et que tu peux payer bien plus cher que le matériel neuf à l'époque. Hein. Après, des de haut de gamme, Takahashi et tout, c'est vrai qu'on voit des prix qui se pratiquent aux alentours de 70 à 80% du prix neuf, même quand ce sont des anciens, des vieilles qui ont 10 ans, peuvent encore se vendre à deux tiers du prix alors qu'elles ont 10 ans. Mais effectivement, c'est du matériel haut de gamme de qualité. Par contre, il faut quand même faire attention à des choses comme la collimation, parce qu'une optique, ça ne bouge pas avec le temps, mais c'est collimaté, même une lunette, sur des matériels pointus, à vérifier en demandant des photos ou un start test, hein, comme disait Thierry, voire même en faisant soi-même le start test sur l'instrument s'il n'est pas trop loin et qu'on peut aller le tester. Comme disait Thierry, ça je trouve qu'à partir d'un certain prix. Sur un télescope, ça va être plus compliqué parce qu'on va devoir faire la collimation chez la personne si jamais lui ne l'avait pas fait parfaitement. Et du coup, on n'aura pas forcément un start test qui sera à l'image de ce dont l'instrument est capable s'il n'est pas parfaitement collimaté au moment où on le teste. Tandis qu'une lunette, en théorie, si on vient chez la personne et qu'on l'essaye, il n'y a pas de raison qu'elle soit décollimatée, sachant encore une fois que si elle est décollimatée, c'est pas rédhibitoire puisqu'on a ce qu'on a gagné sur la différence de euro 9, on peut en dépenser une partie pour la faire collimater chez Optic Hunter-Linden, chez Erilab, ou enfin, quoi qu'il le fait d'autres personnes éventuellement. Voilà, ça aura un coût, mais on n'arrivera pas encore au coût du prix neuf. Mais c'est effectivement à faire attention. Et j'ai déjà vu aussi des personnes acheter des optiques avec des champignons, des vieilles Takahashi avec des champignons dans l'objectif. Sur les objectifs, pour ceux qui font de la photo, vous savez sûrement ça. Du coup, c'est un truc aussi à... Je pense aux instruments qui dorment en observatoire, dans des régions qui peuvent être humides, par exemple. C'est quand même un truc auquel il faut probablement. Hein. De même que les points de rouille sur des montures qui sont restées longtemps sous abri avec toutes les vis rouillées. Et l'électronique associée aussi, si elle est restée dehors aussi, il peut y avoir de l'oxydation. Ah ouais, et ça, c'est quand même sur des matériaux un peu coûteux, peut-être à vérifier. Bon, voilà, après, en général, c'est vrai, comme disait David, on est quand même une communauté où on est honnête les uns avec les autres. Et de toute façon, quand il y a un problème, ça se voit très vite et ça se sait très vite. Donc, bon. Ouais. Bah écoutez, de toute façon, je crois qu'on a un petit peu fait le tour. Hein, là. Merci pour vos éclairages et on va passer directement à la rubrique Pletsolve. Même si les nuits sont courtes et que la météo, là, pour le coup, est très bonne, mais que les nuits commencent un tout petit peu, cela dit, à rallonger. Là. Donc ça va, on reste motivé et on se prépare à photographier dès que les conditions là, s'y prêtent.
Vu la durée des nuits et les conditions climatiques, l'idéal, c'est de cibler un objet suffisamment lumineux pour ne pas devoir y passer des dizaines d'heures, ni de devoir prévoir un refroidissement trop élevé pour le capteur, surtout avec l'épisode de canicule ou les épisodes de canicule qui s'annoncent. Et ça tombe bien, puisque pour cette émission, Bizutage Oblige, c'est David qui va nous présenter l'un des beaux objets à photographier en ce début d'été et qui, en plus, remplit ces deux critères, à la fois d'être suffisamment lumineux et assez facile. Alors, oui, effectivement. Merci pour l'introduction, Jean-Baptiste. Pardon, puisque c'est moi qui fais le lancement, j'oublie même de dire de quoi tu vas nous parler. Tu vas nous parler de la nébuleuse de l'Aigle, M16. J'allais y venir. Alors, justement, comme on enregistre avec 3 semaines de retard, bien tapé, voire un bon mois et demi, il va commencer à être largement l'heure d'attaquer la nébuleuse de l'Aigle. Donc, Messier 16, donc la nébuleuse de l'Aigle, découverte en 1746 par Monsieur de Chézeaux et ajoutée par Charles Messier à son catalogue en 1764, après qu'il eut découvert la nébuleuse, puisqu'on a un amas et une nébuleuse autour. Elle a été photographiée pour la première fois, cette nébuleuse, qui est complètement dingue, en 1895, avant d'être rendue extrêmement célèbre auprès du grand public un siècle exactement après, donc soit en 1995 par Hubble, puisque c'est la photo qui a permis d'inverser la tendance de ce télescope que la plupart des gens prenaient pour un énorme fail et qui a démontré qu'après plusieurs missions de sauvetage, eh bien, c'était une merveilleuse fenêtre ouverte sur l'univers. M16 se trouve dans la constellation du Serpent et se situe entre, suivant les estimations, 5500 et 7000 années-lumière de nous, ce qui ne fait plus, pour la notion de voyage, une énorme différence. Par contre, pour l'astrophysique, c'est quand même important. Je suis assez surpris qu'il y ait un tel écart dans les estimations. Mais revenons à Hubble et à sa fameuse photo des piliers de la création, qui ne sont que la partie centrale de la nébuleuse, dont l'impact sur le grand public est encore immense, tant l'effet waouh est là et bien là, et c'est un effet que l'on retrouve aussi d'ailleurs chez les astrophotographes, aussi bien débutants que chevronnés, la première fois qu'ils la shootent, c'est valable aussi la deuxième et la troisième. L'amas en lui-même est composé de jeunes étoiles bleues qui ionisent les gaz de la nébuleuse. Quant aux piliers, ils sont en pleine évaporation du fait des étoiles nouvellement nées. Donc c'est une pouponnière d'étoiles au centre, et ces piliers sont amenés à disparaître pour être remplacés par des étoiles et des systèmes solaires au fur et à mesure. À titre indicatif, chaque pilier est plus grand que notre système solaire et l'ensemble de la nébuleuse s'étend sur 7 minutes d'arc. Pour finir avec les aspects techniques, la nébuleuse de l'Aigle a une magnitude de 6,2 selon mes sources, mais là aussi, ça peut varier. Voilà, donc je crois que 6,2, je suis allé le récupérer sur un site très sympa qui s'appelle Photon Millennium. Il me semble que c'est là que j'ai eu, mais j'ai trouvé d'autres magnitudes données. Bon, c'est un peu bizarre. Enfin, en attendant, c'est assez lumineux. Elle apparaît au sud-est, relativement basse sur l'horizon quand vous habitez en Bretagne. Donc, globalement, en France, elle n'est pas très haute. Ça ne facilite pas la réalisation, notamment au niveau du suivi. Parce que beaucoup de turbulences, en tout cas dans les zones qui me concernent, donc une expérience qui a été complexe. On peut la photographier entre juin et septembre sous nos latitudes, alors à voir avec Aziz si chez lui on peut taper un peu plus longtemps et commencer plus tôt. Et évidemment, comme le monde est mal fait, elle est la plus visible quand les nuits sont horriblement courtes. Et elle est haute en fin d'été, et ben, elle retombe très vite sous l'horizon quand elle est haute. Voilà, donc c'est vraiment un truc, faut un beau créneau, pas de nuages, et là vous avez, on va dire, 2 mois pendant lesquels vous pouvez vous faire plaisir, et quand vous, comme moi vous habitez en ville, ben, vous avez 3 semaines, après c'est dans les toits, avant et après. M16 peut se faire à l'APN, c'est tout à fait faisable avec un appareil photo numérique, et j'ai vu des exemples où même à 1h30, on le voit, et à 4 heures d'intégration, on a des résultats qui sont déjà plutôt sympas pour bien visualiser la forme de la nébuleuse et les fameux piliers. Évidemment, on peut y aller à la caméra couleur avec un filtre dual band, mais c'est vraiment en SHO qu'elle donne toute sa mesure, avec une large zone O3 au centre et pas mal de S qui permettent de bien délimiter les piliers et leur pourtour, ainsi que la partie supérieure de l'aigle. Comme toujours, plus on pose, mieux ce sera. Partez sur des prises. Alors moi, je conseille des prises de vue, en tout cas avec un appareil à f8 en ce qui me concerne, ou f5.6, des prises de vue de 300 secondes. Ça sera propre, du moins avec une CMOS. Pour les CCD, je vais laisser la parole aux spécialistes.
parce que je ne connais pas. Niveau focal, donc une 400 permet déjà de sortir un M16 qui ne va pas être énorme, mais on visualisera bien l'ensemble de la nébuleuse et on verra les piliers. Par contre, pour bien profiter pleinement des piliers, là, il faudra pousser à des focales, à mon avis, au-delà de 1000 pour être vraiment bien. Je montrerai donc, pour finir, un champ obtenu avec une lunette de 1240 de focale et une ASI 2600 mono. Et si Aziz m'y autorise, j'y collerai sa version faite avec son Planewave, c'est un CDK 17, me semble-t-il. Qu'est-ce que tu veux aller concurrencer un truc pareil? Bref, voilà, voilà pour ce que j'ai à dire moi sur M16, sachant quand même que c'est la photo qui m'a donné envie de faire de l'astrophotographie, la photo de Hubble, et je ne m'en lasse pas. Et ce qui est terrible, il y a un petit mème qui circule parmi les astrophotographes qui dit, où on voit des illustrations avec ce que mes parents pensent que je fais, ce que ma femme pense que je fais, ce que moi je crois faire. Et l'astrophotographe croit qu'il photographie Hubble alors qu'en fait il photographie un tout petit bidule au milieu d'un ciel avec quelques étoiles. Et ben malgré ça, ça reste quand même un effet waouh permanent de les voir et de les sortir en couleur. Voilà, donc j'incite tout le monde à avoir la chance au moins une fois dans sa vie de photographier M16. Merci beaucoup, David, pour cette présentation pleine de passion. Hein. On sent l'amoureux de l'objet, oui. Ouais, et c'est vrai que oui, mais t'es pas le seul, t'es pas le premier qui me dit effectivement, moi j'ai voulu faire de l'astro parce que la photo de Hubble, des piliers, effectivement, ça revient assez souvent. C'est assez. Alors moi, pour le coup, c'est pas du tout le cas. Je suis toujours un peu surpris. Oui, oui. Enfin, c'était une parmi toutes celles de Hubble qui était. Mais c'est vrai qu'elle est fabuleuse. Hein. Et l'effet waouh marche bien encore, même en photo d'amateur. Je trouve non. Un petit correctif concernant le CDK, c'est le 12,5 et non pas le 17. Ah, pardon. Non, soyons précis, c'est vrai. Eh ben, merci David encore une fois pour ces bons conseils, plein de passion et de poésie aussi sur le rapport qu'on peut avoir aux Live long and prosper, oui. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, toutes les bonnes choses ont une fin. Il va être temps de conclure cette émission. Alors, merci beaucoup à vous tous pour vos conseils toujours aussi pertinents et un merci spécial à David qui, outre le fait de s'être prêté au jeu avec beaucoup de gentillesse, va maintenant devoir assurer aussi le montage de cette émission, car c'est aussi ça, tout le travail de David en coulisses qu'on ne voit pas, mais qui est évidemment essentiel et pour lequel on ne peut que le féliciter et le remercier encore une fois. Alors David, cette première expérience de chroniqueur, tes envies, tes impressions, envie de recommencer Ah non, c'est beaucoup plus reposant côté chroniqueur, je vais être clair. Hein, c'est je très sympa. Je confirme. Après, je porterai pas sans arrêt un t-shirt Star Wars. J'en ai qu'un, donc le problème c'est que tout ce que j'ai en Star Trek est plutôt mode hiver, donc là avec les températures, je vais éviter. Mais non, je n'enlève aucun mérite à nos camarades, mais je vous assure que par rapport à la présentation, c'est reposant et c'est très agréable à faire, évidemment. Écoute, moi, du coup, j'en profite parce que là, on va tous s'applaudir, on est tous formidables. À la fin, on se tiendra la main et on fera une ronde, mais j'en profite pour te féliciter pour ta présentation, car c'est un exercice particulier. Merci. Ouais, la chemise à fleurs, c'est difficile. J'ai encore un peu de mal, mais c'est pas. On s'y fait très bien. Très bien. Mais je confirme, c'est plus fatigant que, alors qu'on parle moins, c'est plus fatigant que l'émission qu'en tant que chroniqueur. C'est une impression un peu bizarre. Bon, c'est pas. Mais rassure que les qui regardent se rassurer, c'est toi qui seras aux commandes pour la prochaine émission, de retour à ta place. Moi, j'ajouterais que comme le numéro précédent, c'était bien mené, voilà, bien introduit, tout était. Voilà, bravo à toi. Alors, j'en profite pour un petit mot. D'avoir tenu aussi les élèves que je voyais David de temps en temps me faire le. C'est compliqué, tu vois. Là, je crois qu'on est bien. Je crois qu'on est pas mal. Non, tu es en dépassement très au-dessus, mais tu es à 60%, voire 70% de dépassement. Les mêmes tarifs qu'en occasion. On est sur les mêmes ratios. Par contre, je profite de l'occasion pour faire une petite annonce à la fin de l'émission. Donc là, je te vole 2 secondes le costume d'animateur, mais qui concerne Thierry, qui concerne Mathieu, concerne Nicolas, qui je ne pense pas Aziz, mais on va savoir, j'aimerais bien. En tout cas, il semblerait que nous réalisions 2 émissions de Star Party pendant les rencontres du ciel et de l'espace qui vont se tenir à la Cité des Sciences les 11, 12 et 13 novembre 2022. Donc, il y aura un Star Party classique qui se fera en public le samedi et vraisemblablement le Star Party spécial traitement qui se fera également en public des RCE le
dimanche. Voilà. Donc, on donnera plus d'informations sur qui participe, quelle heure, quel endroit, sachant qu'on va essayer d'harmoniser les timings de tout le monde, puisque je crois qu'à peu près tout le monde fait des interventions là-bas. Et il va falloir trouver Objection. un créneau. Tu seras là ou pas, Aziz? Non, tu ne seras pas là? Ben, je sais pas, quand même, Ah. novembre, c'est trop loin. C'est très hein, loin c'est- pour toi, bah oui. Ah oui. Écoute, on va Et je espérer vous que envie, hein. Voilà. Écoute, Et puis, puisqu'on parlait de Ciel et Espace, juste pour vous dire que dans le prochain numéro Ciel et Espace qui va sortir, il y aura un article sur les appareils photo dont je vous avais donné l'exclusivité lors d'une Ouais, émission précédente. Le ciel. tu n'oublies pas que le jour où tu en as d'occasion, on peut tous être intéressés. Hein. ah oui, mais on Je a les compris garde, tout je les à l'heure. garde. Pour l'instant, je les garde. Hein, c'est bon. On a compris tout à l'heure que Thierry achetait beaucoup d'occasions, mais on l'a pas entendu parler de vente. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu un trou noir. Toi. C'est ce qui rentre, ne ressort pas forcément. Si, parce que, alors, j'ai toujours, moi, les achats, c'est toujours mûrement réfléchi. Donc, en général, mes instruments, je les garde assez longtemps et je les change pour quelque chose qui soit un peu mieux, qui soit, voilà, qui soit plus adapté à ce que je veux faire ou un peu mieux. Donc, quand j'ai acheté ma 200, j'ai revendu ma 150. Mais la 150, ça m'a fait un coup au cœur. C'est une lunette formidable. Mais bon, je suis ni collectionneur, ni Crésus, donc je peux pas toujours tout garder. Il faut que je vende pour racheter. Mais oui, si, je vends, je remplace. Voilà, j'ai eu la FSQ. J'ai la FSQ, la ED deuxième génération, mais j'ai eu la toute première génération, une des toutes premières sorties par Taka, mais que j'ai revendu pour acheter le modèle génération 2. Enfin, voilà, donc je revends aussi régulièrement. Ta Taka, ta 150, elle est dans les annonces, je crois, en ce moment. Oui, parce que Ah, celui qui me l'a acheté, alors elle est en bon état, hein, donc il n'y avait pas de loup, mais celui qui l'a acheté, finalement, il avait hésité pas mal avant de la prendre, et puis finalement, bon, ça n'a pas l'air En tout de cas, on se devenir vraiment retrouve très bientôt, j'espère, pour une prochaine émission avec un retour à la normale concernant la présentation. Merci à vous tous, les amis, pour votre participation qui a permis de rendre cette expérience à la fois agréable et intense. Et en attendant, on vous souhaite à tous un très beau début d'été, placé sous le signe du plaisir d'observer les étoiles, tout simplement. À bientôt. À bientôt. Merci à Salut tous. les copains. Au revoir. Merci. Toi, JB.